Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale pour cette nouvelle saison. Vous savez qu'on est au rythme des saisons, mais en fait on en fait 2 par an, c'est-à-dire que les saisons sont très intenses. Avec ce principe de duo que vous connaissez parfaitement, de confronter, on les confronte, mais pas dans une opposition, on les confronte dans une invitation à trouver les convergences, les divergences, et qu'est-ce qu'on peut partager comme valeur, d'autres diraient le common ground, je veux dire, dans l'espace européen. Car depuis que la plateforme a été créée, et je salue Éric Lapierre qui un jour est venu ici avec ses complices belges dans cet exercice. Donc à chaque fois, c'est de montrer, pas forcément des architectes qui travaillent ensemble, mais de montrer qu'est-ce qu'ils ont en commun dans notre espace européen. Alors je ne dis pas ça uniquement parce qu'il y a des élections bientôt, mais quand même, notre espace, c'est l'espace européen. Et depuis le début, donc ça fait maintenant 8 ans, eh bien nous avons ce rythme de duo. Et c'est la première fois que nous accueillons des architectes grecs, je tiens à le dire, et je les salue et je les remercie d'avoir accepté, parce qu'à chaque fois, il y a une forme de défi, parce qu'on les invite à faire une installation sur un objet inventé par les Freaks, un peu étrange, qui est un half-pipe, qui veut en fait symboliser justement les choses qui vont voir un pipe, mais on l'a pas en toute la profondeur. Voilà. Mais en effet, l'idée de pipe et donc justement cet effet de balancier, comment justement un propos, une idée. Alors on pourrait parler évidemment de l'économie de moyens. C'était le cas quand Éric Lapierre était là. On avait parlé beaucoup de ça et il y avait même eu un rocker qui est venu ici même en parler. On se souvient de ces grands moments de la plateforme. Donc ce soir, eh bien, nous avons Point Suprême ici, voilà, qui sont des architectes. Richard Scoffier va le dire, il va rappeler toute cette histoire, qui ont commencé leur parcours aux Pays-Bas. Donc là encore, on est dans l'Europe et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Chez RM, mais aussi chez Winimas, l'un à l'autre, c'est échangeant. Ils vous expliqueront tout ça. Et puis, les Mars, qui, eux, ont commencé leur parcours chez Jean Nouvel, ce qui n'est pas rien. On a longtemps dit que c'était le Creuset, une nouvelle école d'architecture dans les années 90. Et à cette époque-là, se crée... Jean dessinait et livrait le fameux collège Anne Frank, qu'ils ont transformé, ce qui était un défi terrible, parce que je veux dire terrible en termes d'enjeux. Et voilà, ça c'est le travail des Mars, mais je ne voudrais pas limiter leur travail à ça. Maintenant, c'est Richard, le maître des lieux, le patron, je lui passe le micro. Donc à chaque fois, on invite un critique, toujours différent. Là, c'est Richard Scoffier que vous connaissez bien. Il fait des cours, il participe ici aux exercices critiques. Hein. On n'est pas toujours d'accord, lui et moi, mais en tout cas, c'est toujours vif, vous allez voir. Et donc là, il va nous emmener sur le terrain de la métamodernité. Je lui laisse expliquer le concept. Hein. Voilà, Richard, c'est à toi. Bonsoir. Écoutez, je suis super content d'être ici, d'autant plus content que finalement, je connaissais ni Mars, ni Point Suprême au début de l'année. Je vous ai rencontré peut-être la fin de l'année dernière, je crois, pour la visite du bâtiment Anne Frank de Nouvel. Et vous, c'est vrai que j'avais entendu parler de vous, mais je connaissais assez mal votre travail. Quant au concept de modernité, de métamodernité, en fait, c'est un concept dont on m'a parlé la semaine dernière, quoi. Et je trouvais ça super cool. Je dirais que quelqu'un me parle, me dise un truc qui convienne parfaitement donc, à ces deux équipes. Alors pourquoi métamodernité? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, bon, effectivement, aujourd'hui, le problème aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est tous les architectes, putain, ils sont mobilisés, quoi. Voilà, parce que il est question de réchauffement climatique, donc il faut absolument penser en termes de circuits courts, en termes de matériaux, en termes de matériaux, disons, durables. Il faut construire en bois, il faut construire en pierre. Il faut penser, bien sûr, des circuits courts, je l'ai déjà dit. Et quelque part, vous voyez, tout le côté esthétique, eh bien, il bascule complètement. Et quelque part, on revient, voilà, à quelque chose qui est presque de l'ordre du début de la modernité, c'est-à-dire qu'au début de la modernité, donc effectivement, il fallait faire des bâtiments clairs,
lumineux parce qu'il y avait la pauvreté, il y avait la tuberculose, il y avait le manque d'hygiène. Et donc, on ne se posait pas d'autres questions que de faire des bâtiments bien construits et puis des bâtiments qui répondaient parfaitement à leurs fonctions. Et je trouve qu'aujourd'hui, on revient à ça, voyez, hein, c'est-à-dire qu'on fait des bâtiments en pierre, on fait des bâtiments qui sont totalement flexibles pour pouvoir durer le plus longtemps possible, et donc on est revenu, voilà, vous voyez, hein, presque dans une architecture de combat. C'est plus le combat contre, disons, les microbes et contre la pauvreté, mais c'est le combat, hein, pour la préservation de la terre. Alors je ne dis pas que eux, ils ne sont pas là-dedans, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais justement, ils posent la question, pour eux, les choses ne sont pas aussi simples. D'ailleurs, je ne connaissais pas non plus votre installation, je viens de la découvrir. Et c'est vrai que, voilà, d'emblée, vous vous posez donc en contradiction, voilà, hein, avec la question de la trame, hein, de la rigueur constructive, en opposant, vous voyez, à la trame qui a été dessinée par Myoto, justement, c'est un des groupes, finalement, qui sont complètement... Vous voyez, enfin, pas complètement, personne n'est complètement, mais qui sont là-dedans, vous voyez, dans cette conscription générale, voilà, pour lutter, hein, pour la défense de la terre. Et vous, c'est vrai que vous êtes ailleurs, parce que là, tout de suite, voilà, vous avez, disons, imposé à cette trame rationnelle quelque chose de totalement irrationnel, quoi. Hein, un parcours, disons, sensitif, voilà. Et vous, votre installation, bon, c'est vrai que vous m'avez parlé à Athènes, et c'est une chose que je trouve formidable, parce que finalement, ce sont la plupart, c'est des cartes postales, avec vos projets et puis des références, et tout de suite, vous posez, voilà, vous posez la question du plaisir, et vous posez la question de la référence, une sorte d'une certaine profondeur, vous voyez. Et ça, le plaisir et la préférence, la référence, voilà, c'est peut-être ce qui justement, vous voyez, définit, hein, cette métamodernité, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans la modernité, c'est sûr, vos bâtiments, ils sont rationnels, on va voir des bâtiments en bois, on va voir le bâtiment Nouvelle, par exemple, que vous avez, disons, réhabilité, c'est une trame constructive. Vous, c'est pareil, hein, vous êtes dans la modernité, la plupart des projets que vous faites, putain, c'est des plans libres, tu vois, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas des trucs comme ça. Donc, et par contre, voilà, hein, vous avez une relation critique à la modernité parce que vous vous êtes rappelé, voilà. Hein, qu'avant d'être moderne, il fallait être pré-moderne, et puis après la modernité, il y a eu le postmodernisme, le déconstructivisme, et donc la métamodernité, c'est un concept qui permet de comprendre, hein, donc l'évolution, hein, de l'architecture moderne. Voilà, donc je vais commencer par... bon, je ne vais pas trop revenir sur votre parcours, Francis en a parlé. Enfin si, je vais venir quand même sur un point, c'est les noms, parce que ça aussi c'est un truc qui m'a coupé le souffle quand vous m'avez dit... moi je pensais que vous appeliez Mars, parce que vous étiez rencontrés le mois de mars, donc c'est Mars, c'est tout. En fait, pas du tout, quoi. Vous voyez, il y a une sorte de distanciation complète. Là, c'est Mars, parce qu'il faut faire un nom facile à retenir. Donc, Mars, ben, c'est la planète Mars. Ils ne sont pas martiens, c'est sûr, mais c'est la planète Mars. C'est la barre de chocolat Mars. C'est le dieu de la guerre, voilà, tout ça. Voilà, mais c'est rien du tout non plus. C'est un mot comme ça, hein, qui a tellement de signification qu'il n'en a plus. Voilà. Et vous, bon, c'est vrai que c'est encore plus fou, quoi. C'est le mot de breton. Alors voilà, venant des Grecs, quand on nous parle de surréalisme, ça c'est fou, voilà, c'est tout. Hein, c'est-à-dire, pour breton, le point suprême, eh bien, c'est le point où, quelque part, tout devient plus ou moins indifférent. Il n'y a plus d'opposition. Voilà. Il n'y a plus d'opposition. Donc, à la vie, à la mort, au rêve, au réel. Et c'est ce point, effectivement, que tous les surréalistes... Enfin, il y a toute une mystique surréaliste. Et c'est ce point que les surréalistes ont cherché. Voilà. Et effectivement, pour l'architecture, c'est sûr qu'on va le voir. Je vais essayer d'expliquer ça tout à l'heure, vous avez vos projets. C'est vrai que ce sont des petits projets souvent. Mais à un certain moment, par exemple, on n'a plus l'impression d'avoir une opposition entre les murs. Il y a très peu de murs, mais on n'a plus d'opposition significative entre le mur et le sol. Hein, parce que le sol, il est traité comme un sol, mais le mur, parfois, lui-même, hein, il devient sol. Hein, on pose des choses dessus, hein, des choses qui ont des excroissances, comme les bibliothèques, hein, comme on pose des plantes sur le sol. Et donc, on arrive donc, à cette indifférenciation.
Voilà, alors, je ne veux pas que je me trompe maintenant. Il m'a dit, oui, c'est ça. Mars, c'est eux. Voilà, ça c'est la réalisation du collège Anne-Franck de Jean Nouvel, Anthony. Et c'est vrai que franchement, c'est fou parce que à la fois c'est un projet très théorique que vous avez fait, et putain, mais c'était vraiment, disons, transformer une passoire thermique. On en voit, là c'est des annonces qu'on voit partout dans le moniteur. Qu'est-ce qui est comme ça, d'accord, ok. Voilà, donc, je sais plus où j'en étais là. Oui, ça, voilà, vous avez transformé. C'est complètement con, c'est le truc le plus con. C'est le truc le plus con pour tout le monde. Tu as une passoire thermique, bah, tu la transformes. Bah, Et vous, effectivement, vous avez donc. Vous êtes revenu sur ce collège de nouvelles. Un collège, je me rappelle, parce que bon, il a fait en 80, moi c'est l'année où j'ai eu mon diplôme. Je sais que ce collège-là, personne ne comprenait pourquoi il l'avait fait, si vous voulez, parce que à la fois, effectivement, voilà, parce que justement, c'est un projet qui annonce la métamodernité, dans le sens où c'est un projet moderne, avec une trame en béton, une trame à la Sol-Lewitt, une trame à la Terranie. Et sur cette trame en béton, cette trame à la Terranie, le dieu du modernisme, il avait osé, quoi, disons, intégrer des fûts de colonnes cannelées, quoi. C'était un truc fou. Donc, voilà. Donc il y a la base, voilà, moderne, c'est un bâtiment rationnel. Et puis après, effectivement, donc, on rajoute des choses parce que le bâtiment rationnel, non, ça suffit pas, quoi. Alors, il faut avoir une distance un tout petit peu ironique, voilà, avec ce que l'on fait, et c'est ce qu'il a parfaitement fait. Et vous, voilà, ce qui est finalement trop génial, c'est que vous avez parfaitement compris ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a fait, parce qu'en plus vous le connaissez très bien, parce que bon, je ne vais pas du tout vous ramener à eux, parce que c'est complètement différent de ce que vous faites, mais vous avez travaillé longtemps avec lui, et vous êtes rentré, voilà, complètement. Avant de sortir complètement de chez lui, vous êtes rentré complètement dans son œuvre, oui, et vous l'avez parfaitement donc, comprise. Voilà, ça c'est le projet tel qu'il était. Vous voyez, une trame en béton, hein, donc là, je vous dis, avec un vitrage, c'était la réglementation thermique des années 80. Et puis là, maintenant, c'est votre projet. Bon, c'est fou parce que vous avez complètement déposé pratiquement tout l'inutile du bâtiment, les vitrages, vous n'avez gardé que la structure, et puis ensuite, donc, vous avez isolé cette structure et puis remplacé les vitrages. Voilà, autre exemple. C'est encore plus beau cet exemple-là parce que le fenestrage là, de Nouvelle, il est très épais, et puis vous êtes arrivé à en faire un truc encore plus nouvellien que lui, il avait fait, quoi. Voilà, c'est l'intérieur, avec voilà, la trame dont je parlais tout à l'heure, hein, et puis les fûts de colonnes qui viennent s'encastrer dedans comme des... Voilà, parce que la trame, c'est comme une portée. On avait une portée sans note, c'est complètement con, quoi. Et effectivement, les fûts de colonnes, eh bien, c'est des notes voilà, qui viennent apporter donc, de la signification au bâtiment et qui permet de réfléchir à l'histoire de l'architecture. Voilà comment, un jour, voilà, eh bien, la colonne est devenue une trame. Voilà, je ne vais pas détailler le travail. Hein. Ce projet a été super commenté partout. Hein, mais voilà, il y a un travail parfait, enfin vraiment un travail très besogneux. Hein, c'est pour le dire. Vous avez enlevé tous les faux plafonds, vous avez tout nettoyé. Des fois, il fallait faire des pièces, des salles un peu plus grandes, je ne sais pas, de 1 mètre carré de plus, mais c'est un vrai casse-tête parce que la trame, elle ne bougeait pas. Donc voilà, c'est un travail besogneux. Et puis, putain, vous avez réussi quand même à remonter, voyez, au principe de Jean Nouvel et à les développer, hein, en rajoutant des éléments sur les éléments de Jean Nouvel. Voilà, bon, ce projet aussi, c'est pareil. Vous voyez, ce projet, il est, disons, très... il est d'aujourd'hui, voilà, il est actuel, dans le sens où voilà, il fallait construire sur une dalle de parking. Donc le parking, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas supporter un poids très important, à moins de faire des fondations en dessous, et donc de perdre des places de parking. Et vous, donc, vous avez tout de suite opté pour une solution bois préfabriqué, hein, ce qui a permis effectivement de poser le bâtiment, simplement, en renforçant un tout petit peu la dalle en dessous. Et c'était la solution tout à fait, disons, d'aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, voilà, on cherche la solution parfaitement adaptée à la question posée. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans?
voyez, on est là, on est comme dans une maison japonaise, tu vois. Et voilà, puis là c'est le jardin tel que je l'ai vu, c'est ma photo. Vous voyez, on est dans un jardin japonais, et puis on est dans cette maison en bois. Dans cette maison en bois, finalement, elle ressemble un peu à celle de Herzog et de Meuron à Bâle, vous voyez, hein, le meuble qui sont posés dans une cour d'immeuble. Et on dit, oh putain, quand même, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont fait du Herzog et de Meuron. Et après, vous voyez, on passe dans le passage blanc, et on traverse, et on tombe dans la cour blanche. Voilà. Et là, on comprend hein, que ce bâtiment-là, il est 1000 fois mieux que Herzog et de Meuron. Parce que Herzog et de Meuron, ils ont fait qu'un objet, et eux, ils ont fait donc un parcours sensoriel. Voilà, maintenant, point suprême, c'est... Bon, vous, hein. Et bien sûr, c'est votre propre maison. Une maison que vous avez mis pratiquement 10 ans à faire. Hein, donc, et comme tout à l'heure, vous voyez, on voit, il y a beaucoup de choses dans ces images-là, c'est l'élévation, c'est des coupes. Moi, c'est vrai que le projet, je vais essayer de vous l'expliquer, mais il est quand même hyper complexe. Il faut vraiment le visiter. J'espère que vous pourrez inviter le public à aller voir votre maison. Hein. Voilà. Donc, et surtout d'ailleurs, il faut surtout inviter la correctrice de la revue Archiscopie. On va vous donner ses coordonnées pour l'inviter en Grèce à visiter votre maison. C'est très important parce qu'elle ne la connaît pas. Donc voilà, donc là c'est votre maison. Vous voyez, on voit quand même, il y a toujours pareil, vous voyez, une sorte de référence à la modernité, puisque on voit une fenêtre en longueur. Vous-même, vous m'avez dit, ça c'est le Corbusier. Bon, après, il y a des références partout. Il y a une référence à Lina Bobardi, là, le restaurant comment s'appelle Bahia, Salvatore de Bahia, le restaurant avec la... bon, je vais pas la soulever, mais vous voyez, c'est un projet avec énormément de références. Voilà, on a l'impression... Voilà, et surtout, quand vous faites un bâtiment, en général, hein, vous libérez complètement l'espace. Donc là, il y a juste les murs extérieurs. Il y a un élément, il y a une colonne qui tient pratiquement tout le bâtiment, parce que le bâtiment, il est pratiquement totalement à porte-à-faux. Et c'est vrai que c'est un espace, c'est un plan libre. Voilà. Et le sol, il est déterminant, parce que c'est le sol, hein, finalement, qui détermine les micro-espaces programmatiques. Vous voyez, la cuisine, le séjour, le salon, hein, et tout, quelque part, vient du sol. Hein. Voilà, quelque part, c'est des territoires hein, habitables. Voilà, la façade, la porte, et tout de suite, on voit aussi voilà, comment on part... Vous voyez, d'un bâtiment qui peut paraître moderne, vous voyez, avec la fenêtre, le porte-à-faux, la fenêtre en longueur, et puis après il y a des éléments comme ça, comme la petite fenêtre cycladique, là, le haut-vent, la grille, hein, avec, vous m'avez expliqué, les petits drapeaux qu'on voit très souvent en Grèce, les petits drapeaux triangulaires là, qu'on voit très souvent en Grèce dès qu'il y a des festivités. Bon, à la porte, et on rentre voilà, dans un grand espace vertical, le patio donc, de la maison grecque traditionnelle. Et vous voyez, ce grand espace, il est complètement saturé d'objets. Il y a des plantes, il y a des statues, hein, comme dans la maison atelier de Johnson, l'architecte britannique du 19e siècle, celui qui a fait, je crois, les locaux de la Banque d'Angleterre. Donc il a son atelier qui est complètement saturé hein, de choses et d'objets. Et là, vous voyez, c'est un plan libre, c'est moderne, mais il y a cette saturation. Voilà, on voit donc le sol hein, qui est marqué, on voit les plantes qui poussent du sol, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Et derrière, on voit les murs, là, hein, les murs d'où poussent des bibliothèques chargées de livres. C'est comme si, effectivement, hein, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, le sol et le mur étaient indifférenciés. Voilà, et bien sûr, il n'y a pas de différenciation entre sol et mur, entre intérieur et extérieur, puisque ça, c'est une fenêtre, la fenêtre de la chambre, hein, et cette fenêtre, elle donne hein, sur le patio, comme si c'était un espace extérieur. Voilà, la référence donc, à l'école de danse et à Madeleine Wiesenthrope. Donc, autre projet, enfin j'en fais juste deux, rassurez-vous, je vais vite arrêter. Donc, c'est un tout petit projet qui a été fait sur le toit d'un immeuble,
Je vois le monsieur propriétaire là-bas qui rit, j'ai dit des bêtises peut-être. Et voilà, donc c'est un projet qui a été fait sur le toit d'un immeuble. Il y avait juste une dalle en béton soutenue par 4 poteaux. Et puis ça servait donc pour les habitants de l'immeuble pour étendre le linge, puisque comme c'est un pays chaud, quand on étend le linge, il faut quand même qu'il soit abrité. Il ne faut pas qu'il soit complètement dénaturé par le soleil. Et à partir de là, donc, ils ont transformé cet espace uniquement protégé en logement. Voilà, on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais voilà, ça c'est le sol. Tout part du sol, vous voyez. Et le sol, enfin, je vous le dis, mais il ne correspond, le tracé du sol, il ne correspond pas donc, à l'enveloppe externe du bâtiment. Vous voyez, la partie mauve en bas, avec la table, elle n'est pas à l'intérieur, elle est dehors, vous voyez. Donc le sol, il est complètement autonome par rapport au volume. Et ensuite, vous voyez, ce sol il détermine les espaces. Là, vous avez donc le seuil en haut. Vous voyez, vous avez aussi la cuisine qui est marquée. Voilà, il détermine les espaces. Et après, cette détermination, donc, elle est renforcée voilà, par des meubles et par des cloisons coulissantes en verre et par des rideaux. Voilà, vous voyez, donc c'est un plan libre, comme celui de Corbusier, comme la Villa Savoie, et en même temps, ce plan libre, il est totalement saturé comme dans les toiles de Bruegel. Là, je remercie Suzanne Sacher qui m'a donné la référence. Là, il y a plein de choses, vous voyez, et voilà, on est dans un espace plein. Voilà, ça rappelle aussi l'intervention dans une galerie là, dans les années 60 de comment il s'appelle Armand, un artiste de l'école de Nice, qui avait rempli complètement la galerie d'objets de rebut. Voilà, là, ça, ce sont les... Ça, c'est pas la réalité, c'est la représentation, c'est un collage. Voilà. Donc, vous voyez, il y a le collage au début, on fait un collage avec du papier, des choses comme ça, et puis après, à l'arrivée, c'est encore un collage. Parce qu'il y a de multiples matériaux sur le sol. En plus, c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment votre qualité, c'est que bon, à la fois vous dessinez, et puis après vous allez chez les fournisseurs, vous ramassez les petits carreaux là, que personne n'en veut aujourd'hui. Vous voyez, personne ne va mettre des trucs comme ça, même pas dans sa salle de bain. Ça n'intéresse personne, quoi, parce que les gens ne comprennent pas. C'est démodé, donc ils n'en veulent pas. Mais vous voyez autre chose. Vous voyez la couleur, et puis la couleur qui va être, et la matière, qui va être opposée, par exemple, au mur de liège, là, qui est derrière le lit. Il y a cette pensée comme ça, donc, de la mise en tension du collage. Voilà, ça c'est la réalité, mais vous voyez, elle n'a pas bougé d'un iota par rapport à la représentation. La terrasse, voilà, avec la pergola et les poteaux néoclassiques. Il y a un côté très schinkelien là-dedans, c'est vrai, parce que les poteaux, vous les avez rajoutés, donc ça rappelle les interventions de l'architecte allemand, la Schinkel, au XIXe siècle, dans le parc de Potsdam. Il avait fait des pergolas comme celle-là. Voilà, je pourrais. Il y a beaucoup de choses encore là-dessus, sur les rapports entre la Grèce et l'Allemagne, qui ressurgissent dans ce projet, puisqu'effectivement, le roi, donc, au XIXe siècle, il était allemand. Et puis, effectivement, il y a eu des projets de von Klenze. C'est le projet de von Klenze qui a défini la ville d'Athènes. Et Schinkel aussi avait fait un projet de palais royal sur l'acropole d'Athènes. Voilà, maintenant on va passer, je ne sais pas si j'ai pas été trop long, et maintenant on va passer aux questions. Alors chacun son tour. Et les questions, ça va être un peu des images. Alors les questions impaires, c'est pour Mars, okay. Impaires, c'est pour vous. Voilà. Alors question 1, je vous laisse regarder, c'est le film Matrix Reload, un des sœurs Wachowski. Là, on voit le personnage de Nemo, comme ça. Je ne vois plus le nom d'acteur. Comment Néo, pardon. De Néo, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et l'acteur, c'est qui déjà L'acteur Comment oui. Keanu Reeves. Il y a Keanu Reeves là, qui arrive dans un espace blanc. C'est le contraire de vous. Et après, il sort. Il ouvre une porte, il sort. Et c'est dans une cour d'immeuble. Exactement comme vous. Voilà. Et là, c'est encore mieux, quoi. Il y a Keanu Reeves, il est dans une sorte de palais baroque, il est en ville, dans un palais baroque,
il court, il va attraper les méchants, et il traverse la porte, et les méchants ont disparu, et puis il est donc dans les Alpes. Voilà, c'est un peu ça que j'aimerais que vous commentiez. Il faudra parler tous les trois. Hein. On m'entend là, oui. Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on fait souvent référence dans notre travail tout simplement aux séquences. Donc le cinéma, c'est évidemment, ça fait partie de notre univers et de notre culture. Et on a toujours considéré que l'architecture était constituée d'une somme de séquences, de moments. Et c'est des choses aussi qu'on a lues au travers de certains ouvrages où on nous expliquait Tanizaki avec l'éloge de l'ombre, toute cette profondeur du parcours architectural et comment est-ce que un chemin allé ne pouvait pas forcément être la même expérience qu'un chemin contraire, le retour. Et aussi ces notions de surprise dans l'architecture, c'est-à-dire qu'on découvre un bâtiment et on aime aussi provoquer des émotions et des réactions. Et donc cette conceptualisation d'un parcours et de différentes séquences dans notre architecture, c'est ce qui fait la plupart de nos réflexions au travers des projets. D'accord, mais c'est vrai que parce que bon, j'ai cité le projet tout à l'heure dans la maison en bois, là. Mais c'est vrai que le projet de Massy, là, donc, le Palaiso, pardon, la sous-préfecture, c'est pas la même chose. Puisque d'un côté, on voit une grande porte monumentale, et puis de l'autre côté, on passe un jardin iranien, pratiquement, un paradis iranien. Donc c'est comme une constante chez vous d'associer comme ça des espaces complètement différents. Oui, parce qu'en général, le parcours, la promenade architecturale dont on nous bassine dans les écoles, là, vous voyez, on se promène, on est toujours dans le même espace. Quoi. Tandis que vous, puis on passe dans des espaces, mais qui sont sans commune mesure. Ouais, c'est vrai que ces séquences-là, on essaie de lui donner du sens quand même. Et on travaille beaucoup sur la question du logement, en fait. Et dans le logement, il y a une notion qu'on aime beaucoup apporter, c'est la manière dont on rentre chez soi. Et comment on crée la distance nécessaire entre la ville et l'espace domestique. Et bien souvent, en fait, cet espace-là n'est pas vraiment traité, en fait. Et du coup, toute la question, c'est d'arriver à créer des espaces avec des ambiances très différentes qui créent la rupture et qui créent vraiment un éloignement par rapport à l'activité de la ville, en fait. Donc vraiment, la notion de rentrer chez soi, elle est extrêmement importante. Après c'est marrant, mais c'est vrai qu'on a une règle à l'agence. Déjà, à midi, quand on mange, on ne parle jamais d'architecture. Et généralement, on parle beaucoup de cinéma. Donc c'est vrai qu'on on adore les références cinématographiques. Je pense qu'on a été formé là-dedans. Peut-être qu'on est né d'une génération particulière avec une appétence pour justement la pop culture, les cadrages, une sorte de tempo ou de jeu de séquence qui a forcément infusé dans notre manière de concevoir les espaces, en fait. Voilà. Après, l'accident, c'est vrai que Julien parlait d'accident, il y a dans notre manière de concevoir les espaces une citation qu'on aime bien de Chris Marker qui dit le hasard a des intuitions qu'il ne faudrait pas prendre pour des coïncidences. Et du coup, ça fait rentrer dans la conception l'idée de la sérendipité, c'est-à-dire de savoir profiter des accidents ou des surprises pour créer finalement quelque chose de nouveau, en fait. Finalement, ça va être le moteur, l'essence de la créativité pour pouvoir réinventer les choses. Dans le texte que tu as présenté en introduction de ce débat, il y avait... je me suis perdu. Tu définissais l'approche de point suprême par rapport à l'attitude paranoïaque critique que développe Dali. Je pense que c'est exactement ça, en fait. Il y a cette idée de nous sommes habités d'images qu'il nous appartient d'interpréter, en fait.
et on rejoint finalement le sujet des séquences de films, c'est que finalement nous sommes très riches, enfin nous enrichissons en permanence d'images, et que finalement la personnalité vient de notre manière à pouvoir interpréter ces images qui nous nourrissent. Voilà. Et je pense qu'en ça, qu'on rejoint tout à fait la méthode de Point Suprême. Voilà. Merci. À toi, je veux dire un mot. Je sais pas quoi te dire parce que bon, eux ils aiment bien Matrix, moi pas beaucoup, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, par rapport à, c'est vrai que la question des séquences et des ambiances qui varient, c'est hyper important dans tout le travail qu'on fait, parce que c'est ça qui fait la richesse et qui donne vraiment ces changements d'ambiance qui amènent à autre chose et à des surprises, à tout ça, et une architecture qui est capable de s'amender. C'est un petit projet, mais les gens l'habitent hyper bien parce qu'ils sont dans un lieu très particulier qui avec deux ambiances, mais à la fois dans un lieu qui est minuscule. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comment trouver, justement, dans les séquences et les changements d'ambiance, la profondeur nécessaire à l'habiter, quoi, en fait. Et c'était pas évident d'habiter ce petit espace, parce que c'est pas très grand, en fait. Et donc, toute la profondeur vient du parcours et de la richesse du parcours, en fait, qu'on a mis en place. Très bien. Merci. Donc on va passer à la deuxième question. Je voulais juste rajouter une chose qui résume un petit peu aussi l'approche. En fait, il y a une personne qui nous a toujours dit qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une architecture dont on fait le tour au premier regard. Et c'est une phrase qui nous a marqué. Et finalement, c'est aussi ce qu'on développe dans nos projets, quoi. Se questionner sur la profondeur et la richesse d'une architecture qu'on découvre et qu'on ne peut pas comprendre totalement juste au premier regard. Très bien, on va revenir là-dessus, je pense, tout à l'heure. Et on reviendra aussi sur ce que tu as dit, là, sur le rapport à la paranoïa critique, là, dans votre travail. Tu vois, parce que c'est vrai que bon, j'ai parlé dans mon texte de ce Point Suprême à propos d'un syndrome dont on va parler, la psychanalyse dont j'ai fait le cabinet. C'est le syndrome de Diogène, vous voyez, c'est ce qui consiste. Ce sont des malades là, qui accumulent chez eux des tas d'objets, et à la fin, leur appartement, il se révèle un véritable piège. C'est-à-dire que certains ne peuvent plus sortir et meurent, ou alors les pompiers arrivent, les sortent, vous voyez. Et je trouve que chez vous, il y a un travail là-dessus, je pense. Mais chez vous, c'est vrai que peut-être on pourrait revenir aussi sur la thématique de la paranoïa. Comment la paranoïa, elle te fait... c'est une pathologie, bien sûr, et c'est ce que dit Dali, voilà, bien sûr, c'est que voilà, c'est une pathologie, mais putain, moi j'ai connu des paranoïaques, ce qui est fou, c'est disons, les cascades de correspondance, vous voyez, et les analyses très pertinentes, elles sont faussées, bien sûr, mais les analyses qu'ils peuvent développer, et ça serait peut-être intéressant, effectivement, peut-être un jour, qu'on se repenche ensemble sur votre travail à partir de ce concept de paranoïa critique. Je pense que ce serait très, très pertinent. Bon, excusez-moi, maintenant, on va passer donc, à la question 2. Votre question à vous. OK. Voilà. Moi, c'est plus simple. Voilà, parce que, j'étais à Athènes, je suis retourné sur l'Acropole, bien sûr, et j'ai revu, bien sûr, les aménagements de Picionis. Hein, et c'est vrai que ça m'a rappelé un peu ce que vous faites, hein, parce que ce sont des collages, hein, puisque lui, il a pris toutes sortes de pierres, des marbres, mais surtout, dans ce qu'il a pris, vous voyez, c'est des marbres antiques. Voilà, c'est parce que, bon, en Grèce, donc, il y a des tonnes et des tonnes de marbres antiques. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut rien en faire, on ne peut pas les exposer, ça n'a aucune valeur, quoi. Et donc, plutôt de les laisser dans les réserves, lui, il les avait pris et puis il les avait mélangés donc, à d'autres pierres, hein, pour pouvoir faire ce cheminement. Voilà, j'ai pris ça, mais aussi, c'est vrai que je suis allé visiter une maison de Haris Constantinidis. C'est la maison familiale là, qui est derrière le stade. Et chez lui, c'est pareil, il y a vraiment un travail très important sur les sols. Et d'ailleurs, bon, je ne les ai pas retrouvés parce que c'est des photos que j'ai prises à 30 ans. C'est la maison à Saronida,
hein. Avant tout, c'est un sol, parce qu'il y a des sols de galets, des sols d'ardoises, voyez. Et la maison, quelque part, les murs, ils surgissent, voyez, hein, donc du sol. Voilà. Alors, la question, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est vrai que, voilà, vous avez, bon, comme l'a rappelé Francis, vous avez tous les deux, vous êtes des modernes complets, voilà, vous avez fait vos études avec des enseignants modernes à l'école polytechnique. Après, vous êtes allé, disons, chez les super modernes, donc les Hollandais, qu'on ne peut pas faire plus, tu vois, chez MVRDV et chez OMA. Et puis, maintenant, voilà, on voit aussi que vous avez quand même une très, très grande culture grecque. Parce que cette culture du sol, moi, dans l'appartement que j'habitais, un immeuble des années 60, là, quand j'étais à Athènes cette semaine, c'est pareil, tous les sols étaient en terrazzo, il y avait du marbre. Enfin, c'était sidérant, la culture. C'était un logement, années 60, tout à fait traditionnel. Mais il y avait enfin, le bâtiment n'était pas intéressant, mais putain, les sols étaient mortels, quoi. C'est bon. Merci beaucoup pour cette question et cette introduction, Richard. Je crois que vous avez souligné un certain nombre de points très intéressants qui vraiment vont dans la profondeur de notre réflexion. Franchement, tout d'abord, le sol, ce n'est pas quelque chose comme agence, on peut décider, on va travailler avec cela comme si c'était un instrument spécifiquement. Je pense que ça arrive simplement, ça se produit. Et j'ai essayé d'y penser, essayé d'y réfléchir tout ce temps où vous étiez en train de parler pour essayer de comprendre quel était le processus, quelle était l'histoire derrière cela, et j'en ai tiré quelques conclusions. La première, c'est ce que vous avez montré avec Pikionis. Pikionis, dans une certaine mesure, mélange l'architecture avec le paysage, c'est-à-dire qu'il fait un paysage mais comme une architecture, c'est bidimensionnel en fait, et dans une certaine mesure, je pense qu'il nous arrive à nous, c'est lorsque nous avons commencé, nous avons ouvert notre agence lors de la crise financière, entre nous, notre rôle d'architecte était remis en question, nous ne savions pas vraiment quoi faire, et on ne nous demandait pas de faire de l'architecture en fait. Les commandes que nous avions étaient très bizarres. Il s'agissait essentiellement de travailler à l'intérieur de bâtiments tout à fait inintéressants comme celui où vous avez été logé la semaine dernière. Donc une architecture sans intérêt où il fallait que nous inventions, que nous créions un environnement, quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus émouvant. Et en retournant en Grèce, l'une des premières réactions que nous avons eues à la ville d'Athènes que nous adorons et qui nous obsède, c'était l'absence de nature, l'absence d'attention et d'imagination. Alors peut-être que le sol était une des rares choses avec laquelle nous pouvions travailler et essayer d'apporter l'extérieur à l'intérieur. Je crois que cela s'est fait à travers le sol, justement. En fait, je pensais également que le premier projet que nous avons réalisé, c'était un fleuriste, donc une salle, un magasin de fleuriste, une salle semblable à l'appartement que vous avez montré. Et nous avons traité le projet qui était un intérieur, nous l'avons traité un intérieur à l'intérieur de la ville. Donc nous avons construit une ville à l'intérieur de la boutique. Nous avions juste cette fusion des échelles dans notre travail parce que là c'était trop petit et nous avions été formés à créer des choses beaucoup plus grandes, de l'urbanisme également. Donc le sol était une façon de fusionner ces différentes échelles en fait. Et bien entendu, le sol et finalement ça a cru vers l'environnement. Tout d'abord, je suis très soulagée que vous ayez présenté ces images de notre travail. La vraie idée, j'étais très curieuse. Je me demandais est-ce que vous allez présenter des images d'autres objets très colorés. Parce que ce que vous avez pu voir, en fait, pour nous, je crois que c'est l'essence de l'architecture que nous faisons, que nous réalisons. Et bien entendu, le syndrome arrive et nous le ressentons avec plein de choses également. Mais parce que ces images sont extraordinaires finalement, parce que la relation entre le plan, le paysage, il y a un rythme
ces deux architectes ont des règles particulières. Mais après, il y a tout cet art, cet artisanat, la façon dont ils mélangent, ils unissent les choses. Et c'est vraiment ce que nous essayons de faire, avoir cette relation avec la nature, cette connexion, avoir un rythme, et puis interrompre ce rythme. Et puis dans ces images-là, dans cette image, il y a la règle, et puis après, il y a la pierre qui casse la règle. Et c'est ce que nous essayons de faire, oui, un peu... Bien entendu, la couleur, les objets et beaucoup plus de matériaux qui arrivent, mais c'est un peu la base de notre travail. Je pense également que c'est une réaction, également au contexte dans lequel nous nous trouvons, avec lequel nous devons travailler, parce que la ville grecque, ce sont des superstructures, ce sont des situations de domino qui n'en finissent pas pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment cela se présente. Donc, comme jeunes architectes, ce que nous avons dû faire, ce n'était pas de l'architecture, mais vraiment rentrer à l'intérieur de ces mégastructures et de faire quelque chose. Et ce que nous avons fait, c'est ce dont vous avez parlé également, Richard. Nous avons commencé à ajouter ce plaisir, la liberté qui semblait manquer, parce qu'il n'y avait là que de la structure, finalement. L'architecture était là, mais il lui manquait le message, la magie de notre profession, celle qu'elle est censée ajouter à l'espace. Une grande partie de notre travail était déjà donnée. Il fallait que nous entrions à l'intérieur et apporter la liberté d'une façon peut-être extrême, certainement, afin de réagir à ce qui nous était donné. Et donc, c'était également très extrême. Ce qui me fascine aussi chez vous, c'est la manière dont vous avez des... Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de recyclage, mais vous recyclez toutes les menuiseries en métal, enfin le travail sur le métal, les menuiseries en métal, parce que très souvent aujourd'hui, pour des raisons thermiques, quand on fait des fenêtres dans l'architecture actuelle, c'est toujours des fenêtres hyper épaisses, en aluminium, qui sont horribles, et vous arrivez totalement... tous les vitrages, là, toutes les menuiseries sont extrêmement fines. Là. Donc il y a ce travail sur la récupération, et puis aussi c'est le réseau artisanal dont vous en profitez. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus avant qu'on passe à l'autre question? Dans nos projets, il y a différentes zones. Certaines zones sont très pragmatiques et parfois il y a des exceptions où il y a plus de liberté. Parfois il y a une ouverture. Cette autre d'île, cette ouverture, c'est complètement traditionnel. Ce sont des exceptions. La plupart du temps, il faut suivre la règle en fait. On est obligé de s'y tenir. En général, c'est un travail très humble que l'on fait. Ce sont des personnes qui sont très humbles, qui réalisent nos projets. Ils utilisent ce qu'ils ont en fait. Et ils pensent, quand on pense à toute cette métallerie, toute cette menuiserie en métal qui est très fine, qui n'est pas thermique en fait. Yeah. Spécialement chez nous, nous travaillons avec ces matériaux extrêmement fins parce que c'était ce qui était le moins cher, le meilleur marché. Et c'est comme ça que nous avons commencé à utiliser ces matériaux en fait. C'est assez inhabituel, c'est une menuiserie un peu inhabituelle de nos jours, on pourrait dire. Question 3 maintenant. Bon, à nos amis martiens. Voilà, c'est la préfecture de Palaiseau, la sous-préfecture de Palaiseau que j'ai visité avec vous. Et c'est vrai que j'étais très étonné parce que il y a un côté... Pardon, excusez-moi. J'étais très étonné parce qu'il y avait un côté, disons, néoclassique un tout petit peu. Là, ça rappelait pour moi les bâtiments de Boulay. Donc, bon, j'ai pas trouvé les portes de Boulay. Je me suis un petit peu dépêché. J'ai recyclé moi aussi le matériel que j'avais. Et donc, ça m'a fait penser, vous voyez, par exemple, à l'entrée de la bibliothèque de Boulay, hein, la bibliothèque royale. Hein, parce que là, c'est pareil, il y a des inscriptions sur les murs. Et vous, voilà, non seulement la porte est monumentale, mais en plus, c'est un mur qui est recouvert d'inscriptions dans le béton. Voilà. Et aussi, chez Boulay, c'est intéressant parce que voilà, la façade, c'est ça. Il y a un trou noir.
Et puis après, quand on rentre, bon, l'espace est différent. Donc, comme tout à l'heure chez Matrix, et comme aussi dans le projet donc, à Massy, hein, puisque donc, de l'autre côté de la porte, ben, c'est un jardin. Voilà. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu, est-ce que cette architecture-là, l'architecture de Boulay, de Ledoux, bien sûr, de Lequeux, mais surtout de Boulay, elle vous touche ou pas du tout? Je suis pas sûr de retrouver en fait Palaiseau dans Boulay. Ouais, tout à fait. Mais ceci dit, Boulay est une référence géniale. Et c'est vrai qu'il parle de. Il traite vraiment le sujet de l'architecture comme un intérieur et un extérieur. C'est-à-dire que dehors s'exprime quelque chose de particulier qui ne transcrit pas forcément ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Et la question du texte sur l'architecture, c'est une vraie volonté. En fait, il y a une forme d'intuition, comment dire, d'imprimer le verbe sur la matière qui nous intéressait, parce qu'elle parle, elle parle en fait. Vraiment, il y a ce côté... comment dire, hyper direct de l'objet qui peut justement de prime abord sembler comment dire, assez anonyme. On ne sait pas ce qui se passe dedans en fait quand on voit la sous-préfecture de Palaiseau. Normalement une sous-préfecture, on la reconnaît, c'est marqué, il y a un grand bandeau sous-préfecture, on comprend tout de suite, il y a des grilles autour. Et là, l'invention de l'objet était tellement diamétralement opposé avec ce qu'on se fait habituellement de l'image d'un bâtiment institutionnel, hein, qu'il a fallu finalement trouver aussi la manière dont ce bâtiment pouvait s'adresser à la ville. Et finalement, cette histoire d'inscription dans la matière, elle nous plaisait aussi parce qu'il y avait comment dire, une interrelation entre le verbe et la texture. Et on aime bien aussi croiser ce genre de choses, c'est-à-dire quand le verbe devient la texture et que la texture commence à faire vibrer la matière, il se joue quelque chose dans l'architecture qui est assez neuf en fait. Voilà. Et du coup, voilà, donc c'était l'idée de donner une sorte de visage à une architecture assez nouvelle pour parler d'un bâtiment institutionnel. Ensuite, il y a quand même effectivement, par rapport à Boulay, il y a la question de la limite qui est hyper importante. Où Palaiseau, pour nous, c'est l'extrusion d'une limite avant d'être un bâtiment. Et dedans commence à s'inventer un univers qui est là pour accueillir. Et, parce que finalement, quand même, tout le paradoxe de Palaiseau, il faut peut-être en parler, c'est que c'est donc une sous-préfecture qui doit à la fois protéger et accueillir. Et aujourd'hui, quand on connaît les normes de la protection, ça crée des bâtiments avec un esprit très carcéral. Et pourtant, il faut savoir ouvrir les bras pour accueillir les personnes qui viennent faire leur papier. Et donc, il y a vraiment ce travail qui a été fait entre une certaine vision très institutionnelle, hein, comme tu l'as vu sur la première image de la façade, qui se présente comme un objet particulier assez fort dans le paysage, et de l'autre côté, le côté par lequel on rentre, en réalité, une sorte d'effacement qui invite à traverser un paysage intérieur qu'on découvre et qui devient progressivement le bâtiment. Très bien. Oui, Raphaël l'a très bien dit, c'est toute la question de ce projet. C'était pas tellement une dichotomie entre un univers et un autre. C'était une situation particulière dans un paysage particulier et dans un territoire qui est composé des grandes écoles, qui est composé un petit peu de toute cette nouvelle ville étudiante. Et notre situation, elle était très particulière
particulière parce qu'on était à l'entrée, à une des entrées, une des portes du plateau de Saclay. Et au-delà de cette limite, qui était définie finalement par notre projet, on a un peu plus loin les champs agricoles qu'on nous dit aujourd'hui devoir préserver pour éviter évidemment l'étalement urbain. Et il nous semblait important de marquer en fait cette limite comme une entrée aussi à plus grande échelle sur ce territoire. Mais pas uniquement une limite obstrue ou totalement fermée, mais une limite avec des profondeurs. Donc on aperçoit au-delà de ces dimensions, au-delà de cette façade qui peut paraître monumentale, déjà des jeux de profondeur avec des patios, avec cette idée aussi de pouvoir développer autour de ces limites protectrices des espaces agréables. Et alors pour le coup, à contrario, on a évidemment utilisé un peu une déclivité du terrain pour intégrer en fait une partie du programme qui nous semblait totalement absurde, c'est-à-dire un parking pour les voitures en lieu et place d'un jardin. Et cette déclivité, qui est pour le coup complètement propre à cette situation particulière, à cette topographie, nous a permis en fait d'intégrer dans une partie du socle le parking pour pouvoir faire acte de générosité au travers du parc qui évidemment a pris des dimensions bien supérieures à ce qui était prévu initialement dans le programme et dans le cahier des charges. Il nous semblait aussi que c'était un bâtiment qui, au-delà de ce qui nous était demandé, parce qu'il nous était demandé de produire une architecture plutôt technique, plutôt high-tech, enfin en tout cas plutôt métallique. Nous, on a préféré plutôt le tellurique, quelque chose qui émerge du sol et qui finalement crée cette ambiguïté sur sa présence même. Est-ce que c'était déjà là avant? Est-ce que ça a été des ruines ou est-ce que c'est un bâtiment qui émerge naturellement du sol? Et cette notion d'ambiguïté dans l'architecture, elle nous semblait très importante dans un lieu où on essayait d'une certaine manière de dicter sur un plan global, sur un plan directeur, une famille, une écriture architecturale plutôt globalisante. Nous, on voulait faire de ce petit élément d'entrée de ville un projet qui offre un plus dans son déploiement, dans son organisation, notamment avec ce grand jardin qui accueille le public quand on vient depuis le plateau, et aussi depuis la nouvelle station qui va être créée, puisque en sortant du métro, on va pouvoir y aller directement. Et c'est aussi une notion qui nous a semblé primordiale. Autre chose aussi, c'est qu'on a un bâtiment très minéral et il nous semblait important de rétablir une forme d'équilibre avec le végétal. Et de manière très naïve, quand on a commencé à esquisser le projet, on l'a pris dans sa longueur et on a tiré une grande diagonale, une grande courbe comme ça, qui nous permettait de trouver une forme d'équilibre entre le bâtiment, sa minéralité et le jardin dans son aspect végétal. Et puis après, il y a eu tout un travail sur la dilatation de l'espace, comment faire paraître un espace plus grand qu'il ne l'est. Et là, on a travaillé sur les lignes de courbe, sur les courbes qui ne sont pas identiques d'un côté et de l'autre, de manière à donner une impression de grandeur en contradiction à la forme même de la parcelle. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, j'ai bien compris. En fait, la question, si vous voulez, elle concernait surtout la question de la référence. Et donc, les bâtiments avec des inscriptions. Moi, j'ai pris boulet comme ça, un peu paresseusement, mais ça aurait pu être aussi donc, la bibliothèque Sainte-Geneviève de la Brouste, avec tous les noms des savants comme ça qui contribuent à la culture mondiale du XIXe siècle. Je voulais savoir si voilà, il y avait, vous voyez chez vous, donc, un travail sur les références architecturales, extra-architecturales, et là, notamment, vous voyez, sur des bâtiments qui ont eu des inscriptions. Bon, il y a les bâtiments donc, du XVIIIe siècle, du XIXe, mais aussi les bâtiments antiques, avec des murs qui sont chargés d'inscriptions. Mais c'est un petit peu à ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous êtes revenu sur le projet, je trouve ça très intéressant, mais voilà, c'était plutôt pour ça. Vas-y.
Par rapport à la question de l'inscription, en fait, et c'est souvent, c'est un peu l'ambiguïté qu'on a cherché dans la manière dont on l'a mis en œuvre. Hein. Simplement, c'est marqué République française et ça se répète sur 100 mètres de long. Et en fait, l'idée, c'est que, effectivement, quand vous vous rapprochez, vous êtes capable de lire République française. Donc, vous savez, vous connaissez le bâtiment, vous savez de quoi il parle, le bâtiment, mais en même temps, ça devient une texture. Dès que vous vous éloignez à 10 mètres, vous voyez plus, vous lisez plus, vous voyez des écriteaux, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ça devient une vibration, et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'inscription, le sens du mot apparaît, et puis après, 10 mètres plus loin, c'est juste une texture de mur, en fait. Et c'est ça qui était intéressant. Juste la référence à Boulay. Je crois que ce qui était particulier dans ce projet, c'était l'échelle qu'on a mis en place. C'est un tout petit bâtiment, il fait 1500 mètres carrés, mais il fait 100 mètres de long. Et comment on fait un bâtiment Ah oui, j'ai juste la première image. Hein. C'était pas vraiment pour parler du projet, si vous voulez. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Voilà, ça c'est le projet. Voilà. Mais la question, si vous voulez, ne concernait pas vraiment votre projet, mais elle concernait surtout le thème de l'inscription. Comme par exemple, dans le tableau de Poussin, vous voyez, bon, il y a un tombeau, et puis il y a une inscription, et on vient la lire, et tout le sens du tableau, c'est le sens de l'inscription. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. C'est plus là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. Oui. Très bien. Bon, on va continuer maintenant avec Point Suprême. Voilà, bon, je reviens à votre maison. Hein, c'est vrai que, bon, je l'ai dit, donc elle est très moderne. C'est vrai qu'elle appartient quand même à une certaine modernité, je trouve très ludique. Et c'est vrai que c'est la modernité, oui, des premiers projets de Doma, oui, de Colas, Zingalis. Là, d'ailleurs, on retrouve la fresque de Madeleine Wiesenthropp, qui rappelle la fresque qui se trouve dans votre propre projet. Et puis là, c'est notre projet, donc, avec le grec là, Doma, Elia Zingalis. Et je voulais savoir, voilà, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même malgré tout parti un peu de cette modernité-là des années 60, 50-60, qui a été revisitée par Colas. C'est une modernité, voilà, disons, ludique, voilà, disons, pas du tout la modernité, disons, militante des années 30, hein, ni celle de carcérale de Le Corbusier. Hein, il y a autre chose là-dedans, enfin des cités radieuses. Clairement, oui. Absolument, oui. Bien sûr qu'on a été très proche de ce que vous appelez cette modernité joueuse, ludique. Bien sûr, la question c'est pourquoi. C'est ça qu'il faut poser comme question. Je peux peut-être essayer de partager mes pensées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre génération, notre formation, fut de suivre ce qui venait de se passer, ce qui était l'époque moderne. On pensait au futurisme, on pensait au fonctionnel, on pensait à quoi encore? Bon, on parlait de fonction, on parlait de performance peut-être aussi. Or, il nous a semblé qu'étant grec peut-être, étant plus proche de l'émotionnel, de la culture émotionnelle, de l'espace émotionnel, des relations, beaucoup d'humanité, très centré sur l'humain, eh bien, il nous a pensé que quelque chose manquait. Voilà pourquoi peut-être on a estimé qu'il fallait ramener une sorte d'élément que vous avez appelé ludique, joueur, dirons-nous. Et peut-être, c'est très grec, je le reconnais, parce que regardez un peu la culture grecque qui nous inspire, ce que nous avons remarqué de grec dans notre travail. Oui, on peut dire que la plupart de ces éléments appartiennent à ce cadre ludique, joueur. Pourquoi à nouveau? La fonctionnalité n'a jamais été un problème chez nous. Dans la culture et la tradition grecque, la fonctionnalité, ça venait avec d'autres choses, jamais tout seul. Par exemple, Island House
Vous connaissez les maisons dans les îles qui ont beaucoup influencé notre travail. Ce sont de petites maisons sur ces îles. Nous, c'est quelque chose dont on a fait l'expérience avec nos grands-mères. Dans la cuisine, il y a toujours un lit. Toujours un lit dans la grand-mère cuisine et l'enfant dort derrière. Donc en fait, c'est la chambre à coucher qui est dans la cuisine. Et ça c'est comme ça, c'est très fonctionnel chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Le but, c'est simplement que l'enfant se rapproche de sa grand-mère. C'est une nécessité, parce que la maison est petite. Alors peut-être il n'y aura même pas de deuxième chambre pour l'enfant. Par contre, le résultat, c'est quoi? C'est ce qu'on voit en Grèce, c'est qu'on joue tout le temps avec ces associations, ces combinaisons que l'on essaye de recréer, et c'est comme ça que l'on pense. Oui, mis à part ce côté ludique, c'est toute la narration qui nous a beaucoup intéressés, notamment dans le premier projet de OMA. La pluralité des matériaux aussi, qui ont été assez larges pour nous permettre d'avancer. Et on avait toujours une sorte de narrative à l'esprit, présent à l'esprit. Et bien sûr, tout ceci d'un côté ludique sur les bâtiments. Et puis, vous savez aussi, vous avez vu pour le projet donc Théâtre de la danse. C'est ce type de bâtiment qui, pour nous aide à rêver d'une certaine façon et qui recrée toute une connotation qui fait qu'on n'est jamais, on n'a pas de lassitude devant ces bâtiments. On s'ennuie jamais, on n'est jamais ennuyé parce qu'on trouve toujours une connexion avec d'autres choses, on découvre toujours une autre petite chose et la narration change constamment, il n'y a rien de statique là-dedans. Et c'est ça, je crois, qui nous a beaucoup intéressés. J'ai le temps d'ajouter quelque chose? J'ai le temps? Oui? Bon. Pour vous dire que ce qui est aussi fascinant avec ce type d'architecture, c'est aussi qu'en fait, il y a une négation du bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment du tout, il n'y a rien à voir dans le bâtiment. Non, il est là pour le... Bien sûr, c'est un objet, on le décrit. Nous avons été très intéressés de nier le bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va devenir, son environnement, dans la ville, une situation qui peut être difficile à décrire. Il n'y a plus d'échelle, en quelque sorte. Mais c'est ça qui est fascinant dans certaines villes. C'est le résultat de coexistence de plein de choses qui fascinent. Et chacun a sa propre transcription, chacun a sa propre vie, sa propre lecture, chacun trouve sa propre connotation dans cette pluralité. Voilà. Intéressant dans votre travail, hein, en fait, vous voyez ce mélange d'activités, et surtout, en plus, c'est pas vraiment des activités, c'est presque des... Bon, bien sûr, il y a dans vos appartements, dans vos paysages, disons, habitables, vous voyez, il y a beaucoup d'objets, mais aussi, donc, on le voit sur les collages, il y a aussi des rituels, vous voyez, il y a des gens comme ça qui font des choses, qui sont mis les uns à côté des autres, et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que très souvent, tu l'as dit toi aussi, il y a le lit à côté de la cuisine. Ça, on l'a vu dans l'appartement que nous avons visité ensemble, hein, puisqu'il y avait donc la cuisine qui était au centre, avec la hotte aspirante, et à côté, il y avait un grand canapé où on pouvait s'allonger. Et quand nous sommes rentrés dans l'appartement, il y avait deux personnes qui travaillaient, et ils travaillaient à côté de la cuisinière. C'est un truc absolument impensable. C'est vrai que ça produit quelque chose. Parce que, bon, bien sûr, personne n'était en train de faire la cuisine, mais on pouvait imaginer quelqu'un qui fait des frites, un autre qui dort à côté, et puis un troisième qui est en train de travailler sur son ordinateur, de faire de je ne sais pas quoi, travailler avec c'était des traders, je crois, travailler avec les banques, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, des objets qui sont très différents, qui sont posés dans les appartements, il y a des micro-espaces très différents, mais en plus, donc, il y a des activités toujours très différentes, qui se heurtent les unes les autres. Voilà, et on a vu, et ça je l'ai vu constamment, dans tous les appartements, puisque vous m'aviez dit aussi, à côté de là où j'étais, que vous aviez organisé un appartement à deux niveaux, et puis vous avez proposé donc, au propriétaire un espace cuisine au milieu des chambres. Bien sûr, la propriétaire n'avait pas accepté de le faire, parce que voilà, elle n'était pas rentrée, vous voyez, dans votre univers, voilà, qui était voilà, vous considérez à la fois l'appartement comme un paysage, mais aussi comme une ville, quoi. Voilà. Pardon. Bon, très bien. On va passer à l'autre question. Bon, ça c'est... Bon, là, c'est le gymnase. Hein, c'est pour vous, hein, Mars.
Bon, là aussi, c'est un peu une question comme la précédente. Donc, moi, ce qui m'a fasciné dans ce bâtiment, hein, le gymnase de Choisy-le-Roi, c'est que bon, quand on le voit, quand on arrive, on voit c'est un peu une fragmentation d'objets, comme ça. C'est des objets un peu qui sont sans commune mesure, qui sont jetés les uns contre les autres. Et après, on arrive là et on s'aperçoit que dans la partie où il y a l'administration et puis le gymnase proprement dit, il y a une sorte de relation organique, comme si, finalement, vous voyez, comme si, comme si tout d'un coup, voilà, on changeait complètement de registre. On n'était pas dans la fragmentation, dans la contemporanéité, mais on revenait peut-être à quelque chose de plus baroque. C'est pour ça que voilà, je me suis permis de mettre les images de Borromini, si vous voulez, parce que là, bon, effectivement, si la façade avait été classique, voilà, tous les éléments auraient été autonomes, les entablements, les frontons, les colonnes, mais lui, il a fait une courbe, il a tout relié. Voilà, et là, c'est pareil, la coupole, elle est ovale, ça permet effectivement de relier les pendentifs à la coupole, et c'est vrai qu'on retrouve ce syncrétisme, quelque part, dans votre projet. Voilà, bon, là, j'ai mis l'image du baroque, mais je voulais dire, comme tout à l'heure, vous voyez, bon, tout à l'heure, c'est la question de l'inscription, mais là, cette relation organique entre les choses, vous voyez. Bon, vous fragmentez, ok, tout le monde fait ça. Même, c'est un des concepts clés de la contemporanéité. Bon, j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, Soto Lemura, et il m'a dit ça, voilà, moi, je travaille dans le fragment, dans la fragmentation, dans la tension des fragments. Et là, on a le fragment, mais les fragments, ils finissent par se relier de manière organique, comme s'ils couchaient ensemble. Tu vois. C'était l'échelle du site et de ce qu'on avait... c'est de la ville de Choisy, là, dans ce quartier, avec des petites maisons. De l'autre côté, il y a des quartiers un peu en devenir. On était dans un milieu un peu complexe. Et avant hostile, parce qu'il y avait une ligne à haute tension. C'est pour ça qu'on devait être très bas aussi. Et aujourd'hui, ça a disparu, mais voilà, le bâtiment il est resté, heureusement. Et c'est vrai que le moyen d'être dans l'échelle de ce quartier, c'était de fragmenter en partie la chose, mais c'était aussi de fragmenter les usages et de sortir de la grosse boîte, parce qu'un gymnase, c'est souvent une grosse boîte. Et là, c'était de manière subtile comment on rentrait et comment on intégrait la ville. C'est-à-dire que le sport vient chercher les gens avec les lignes à l'extérieur, les chemins, c'est comme une piste d'athlétisme, etc. Et ensuite, les volumes se défragmentent. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, par contre, il y a tout un travail pour que finalement le parcours il soit très, très fluide et d'une certaine manière très organique, comme tu l'as dit. Et voilà, c'était vraiment le travail qu'on a cherché à faire sur ce projet-là. Oui, encore une fois, il faut comprendre de manière un peu plus précise la situation. On est dans un contexte urbain très particulier où on a un tissu pavillonnaire qui jalonne une partie du site sur sa partie nord. On a à l'est des bâtiments plus hauts qui sont issus d'une ZAC. Et puis plein sud, on a une ancienne zone industrielle avec des bâtiments ou même un peu plus loin des grands ensembles. Et donc le projet, il tentait aussi je dirais pas de recoudre, mais en tout cas d'amorcer en fait un lien entre tout ça. Et pour nous, cette fragmentation et cette idée de continuité dans les fragments, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que les fragments fusionnent les uns avec les autres, c'était une manière pour nous d'établir une transition douce entre tous les contextes qui environnaient le site. Et donc pour nous, la fluidité, la courbe, la ligne, tout ça, c'était une manière de répondre à ce contexte un peu déchiré et à retrouver en fait une écriture plus apaisante à ces différentes hauteurs, à ces différents gabarits, à ces paysages un peu délaissés. Et aussi, par ce jeu de fragments,
de créer de nouveaux espaces dans un lieu qui n'avait pas véritablement de polarité. Donc toutes ces articulations entre les volumes, elles sont là aussi pour générer des espaces à différentes échelles, que ce soit pour accueillir les praticiens du sport, pour que ce soit aussi de relier des quartiers, parce que cette grande ligne comme ça qui part et qui longe notre projet pour aller dans un quartier résidentiel, elle est là aussi, pas uniquement pour desservir le bâtiment, mais pour essayer de créer un lien et une connexion urbaine entre deux quartiers qui sont à côté l'un de l'autre, mais qui finalement ne se regardent pas, ne dialoguent pas ensemble. Et aussi dans ces plus petits espaces qui sont issus de cette fragmentation des volumes, on a des espaces qui sont plus privés, plus domestiques, qui établissent des rapports peut-être un peu plus intimes aussi avec les bâtiments limitrophes et voisins. Et c'est ce qui a donné un petit peu cette morphologie de projet, dans cette volonté de vouloir établir des liaisons douces entre des typologies, entre des natures d'architecture qui finalement n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Oui, je reviens un peu sur ce que disait Sylvain. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de retravailler sur l'archétype de l'équipement sportif. La boîte à chaussures, quoi, cette espèce d'équipement sans âme et très technique. Voilà, ça pourrait être même un centre commercial ou ce genre d'objets qu'on voit fleurir qui n'ont pas beaucoup d'âme, quoi. Et donc là, l'idée effectivement, c'était un peu de voir ce qui se passait si on prenait comment on pouvait faire pour exploser le programme et y trouver des interactions qui permettent de trouver des nouvelles qualités en fait. Et oui, le programme explosait, mais malgré tout, c'est un seul objet. C'est presque une banquise en fait. C'est une banquise qui part à la dérive. Et vraiment ce jeu de hauteur, ce jeu de forme, voilà, il y a cette blancheur, il y a cette chose-là. Et dans les cassures, dans les ruptures, il se cache des choses. Par exemple, là, l'entrée, elle est complètement masquée depuis l'accès principal en fait. Donc c'est un peu comme disait Julien tout à l'heure. Il ne faut pas que le bâtiment soit compréhensible dès le début en fait. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des boîtes. En même temps, il y a ces courbes qui les rassemblent. C'est ça qui est assez fascinant. Courbe, oui. D'un côté, donc effectivement, c'est des boîtes totalement autonomes. Et puis quand on est là, effectivement, c'est un seul bâtiment. Et alors, c'est un seul bâtiment, mais il faut le prendre aussi dans son contexte. Et là, le contexte, c'est le parc qu'on essaie de créer autour. C'est-à-dire qu'en fait, là, la particularité quand même du gymnase, c'est qu'il est semi-enterré et que toute la terre qui est issue de l'excavation, elle est utilisée pour faire des reliefs qui sont autour. Donc on va créer des collines, on va créer, voilà, c'est ce qu'on voit un petit peu là. Et c'est autant de circuits pour des pistes qu'on s'invente, des pistes liées au sport. Donc c'est vraiment le sport qui sort du gymnase et qui permet d'envahir un petit peu ce nouveau paysage. Et donc il y avait cette réponse assez sensuelle entre les courbes des collines qui viennent être créées précisément par l'excavation de la terre et ces contre-courbes qui sont liées à l'architecture. Donc il y a ce rapport entre artificiel... Quelque part un peu comme Point Suprême. Finalement, vous vous intéressez moins à l'objet que à une certaine globalité, à un paysage. Quand on intervient sur un site, on essaie de le prendre dans sa globalité. Peut-être le bâtiment, quelque part, il se dissout dans le paysage. Il se dissout, ou en tout cas, on essaie de faire en sorte... La fonction de la courbe, peut-être, c'est moins, disons, d'unifier que de dissoudre le bâtiment dans son contexte. Il y a l'unification, il y a la dissolution, il y a la réponse au contexte. Donc il y a vraiment, on essaie vraiment de travailler. Voilà, quand on fait un bâtiment comme ça, on essaie de voir toutes les connexions qui peuvent exister et comment il peut ne pas y avoir un seul sens, mais qu'il fasse sens dans l'ensemble du domaine sur lequel il agit en fait. Voilà. Très bien. Question suivante. Question 6. C'est pour vous. Bon, c'est votre appartement Ignatou, encore une fois. Et là, voilà, c'est le Merzbau de Kurt Schwitters. Merci beaucoup.
Donc Schwitter, c'est un artiste qui a vraiment joué, c'est un des grands artistes qui s'est servi du collage. Et c'est vrai qu'il a commencé chez lui donc, à créer une grande sculpture pour exposer ses œuvres et celles de ses amis. Et finalement, toujours le complexe de Diogène, pas le complexe, mais le syndrome de Diogène, on y revient. Cette sculpture, elle était d'abord, disons, dans une seule pièce, et puis elle s'est développée, elle s'est étendue donc, à tout l'appartement, et elle l'a complètement rempli. Ça, c'est l'autre référence. Je suis de Nice, je le connais. Donc ça, c'est la boutique de Ben, l'artiste de l'école de Nice, le nouveau réaliste, voilà. C'était une boutique toute petite, où on achetait des disques. Et ce qui était fascinant dans cette boutique, c'est que quand on rentrait, là encore, on était submergé par les disques, les livres, le travail de Ben, donc ses sentences, je ne sais pas, il a beaucoup évolué depuis, mais il était vraiment dans un univers, disons, totalement saturé d'objets. Et ce qui était fascinant, c'est que, voilà, quand on cherchait un disque là-dedans, putain, on était sûr de le trouver, quoi. Et donc après on rentrait chez soi, et puis on le mettait sur le tourne-disque, mais manque de bol, il était complètement rayé et totalement inaudible. Voilà, donc revenez un tout petit peu là-dessus, vous voyez, sur la saturation, vous voyez. Votre passion pour les objets, un peu d'ailleurs comme les surréalistes, comme Breton, c'est vrai, les marchés aux puces, ça a toujours été, disons, un des lieux d'inspiration les plus forts chez Breton, puis chez beaucoup d'autres artistes qui appartenaient au mouvement. Alors revenez un tout petit peu là-dessus, si vous voulez. Je pense d'abord parce qu'on adore ce genre d'endroit. On adore les marchés aux puces. Et puis, il y a un certain nombre de raisons à cela. Je crois que la principale est cet élément de surprise qui est un peu aussi le côté ludique et puis le plaisir de découvrir des choses. C'est une sorte de jeu. Nous, les adultes, nous ne sommes plus des enfants, bien sûr, mais c'est un peu de cela dont on parle, c'est cette situation, le plaisir d'être dans la ville, de s'y perdre, de découvrir des lieux auxquels on ne s'attend pas. Donc ce type de lieu, me semble-t-il, ce sont des concentrations intenses d'urbanité, d'urbanisme qui contiennent un peu l'essence de la magie qu'ont les bâtiments et qu'ont les villes. Et j'ai été un petit peu surpris quand vous avez introduit cette notion de super-saturation quand vous parlez de notre travail. Bien sûr, je vois la saturation, mais il ne s'agit pas ici de quantité, de quantité, de montant. Il s'agit de créer des circonstances pour que les surprises se produisent, se présentent, une sorte d'opposition. Tout à fait, mais si vous voulez, dans vos intérieurs, là, qui sont, qui tendent à la saturation, ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'on a l'impression qu'on entre dans des mondes captifs. Vous voyez, vous avez l'impression que, comme dans la boutique de Ben, on rentre, on a l'impression que, je ne sais pas combien il y a de disques, il n'y en a pas tant que ça, si vous voulez, mais on avait l'impression que tous les disques du monde entier, quoi, de la samba au rock, n'importe quoi, ils étaient là, quoi. Et chez vous, c'est vrai qu'on a ce sentiment-là. Vous voyez, on rentre, putain, on est arrivé là, c'est bon, on n'a plus besoin de bouger, quoi. On est dans un monde captif, vous voyez. Microphone. Je ne sais pas quoi répondre à ça, à vrai dire. Peut-être que c'est vrai. Bon, tout d'abord, notre maison est un peu une exception si on la compare au reste de notre travail. La logique est la même, mais je crois que
notre maison est peut-être un peu particulière, un peu extra, si je pense aux autres projets dont vous nous montrez. Par exemple, l'appartement sur le toit, c'est ampli, bien sûr, le plan est complexe, mais quand je regarde ça, je pense qu'en fait, qu'à travers notre travail, nous créons le cadre pour que les choses qui viendront des propriétaires, que cela se produise, qu'elles prennent leur place et qu'elles créent une relation à travers ce cadre, cette structure que nous avons construite au départ. Donc il s'agit plutôt d'accepter le fait que la réalité a plein de choses. Nous sommes entourés de choses, de trucs. Les villes sont pleines de choses. Donc nous créons le cadre. Et puis ce cadre, lorsque les choses viennent remplir l'espace, le cadre va activer les relations. Et chez nous, oui, j'accepte le fait que c'est plus plein, c'est plein avec plein de choses, des tas de collections. Nous aimons toutes ces choses que nous aimons, qui nous entourent. Je ne sais pas comment en parler non plus. Je crois que c'est très important, ce qu'a dit Constantinos avant. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de créer des environnements. Et je continue à penser que c'est très important pour nous que l'espace ne soit pas décrit comme, disons, des termes d'architecture traditionnelle. Nous essayons de faire une rupture avec ça et d'être capable, non pas d'écrire un de nos projets, mais d'écrire plutôt comment on se sent dans un projet. Ça, c'est beaucoup plus important pour nous. Dans une certaine mesure, avoir un objet qui est peut-être très traditionnel, je ne sais pas, n'importe quoi, et alors que vous êtes prêt à décrire cet espace, vous dites, bon, ben, il y a cet endroit dans une île, et puis j'ai dû me baisser sous ce rideau japonais pour passer d'un espace à un autre. Ça, c'est important. C'est peut-être de là que vient cette obsession, justement, de mêler l'architecture à la ville et aux objets. Oui, voilà, c'est ça. J'avais une question sur le Japon, mais je pense que je ne pourrais pas la poser parce qu'on est peut-être maintenant un petit peu en retard. Mais c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que vous deux, enfin les deux équipes, là, vous avez un rapport au Japon, à l'architecture japonaise. Voilà, question 7. Ah, j'ai fini, mon sang. Voilà, question 7, c'est pour vous. Voilà, vous voyez. Ça, c'est leur truc à eux, là. Par exemple, si vous deviez faire ça, vous, qu'est-ce que vous auriez fait, quoi? On n'avait dit pas de question piège au début. C'est-à-dire, parce que nous, en fait, on réagit toujours par rapport à des situations, en fait. Donc, il faut, et j'imagine, je ne sais pas ce que Point Suprême en pense. Je crois qu'il y a une maison existante à la base, c'est ça? Et vous avez construit, vous avez imaginé un univers dessus sur un squelette. Il faut que je consulte mes deux associés. On fait toujours tout à trois et je ne peux pas répondre comme ça. On aurait fait différemment. On aurait fait différemment, mais tous les trois. Hein, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bah, déjà, une maison, c'est une vraie question, et c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment penché sur le sujet, c'est pas vraiment notre sujet, et on évite de le faire parce que je pense que c'est un vrai sujet très complexe. D'ailleurs, bravo, parce que construire une maison à deux dans un couple d'architectes, je pense que c'est pas facile du tout. Et trop de choix, trop de questions, trop de sujets de disputes, je ne sais pas comment vous avez fait. Et nous, si on devait construire une maison, ben, il faudrait qu'on se penche. Déjà qu'on accepte de vivre tous les trois ensemble. Déjà, il faut qu'on accepte de vivre tous les trois ensemble. Peut-être qu'on ferait ça, peut-être qu'il y aurait un étage pour chacun et les trois étages seraient différents en fait. Ça, il faut se battre. Non, comment est-ce qu'on ferait mais je pense que déjà, construire une maison, c'est construire dans un site. Voilà. Et comme tous les bâtiments qu'on a essayé de présenter depuis le début, du gymnase à Palaiso, enfin tout ce qu'on fait, on essaie toujours de réagir par rapport à un site ou au moins une situation, même sur Antony en fait. Et c'est vraiment notre accroche. Donc réagir comme ça de but en blanc sur un sujet hors sol, c'est pas vraiment dans notre ADN et on pourrait pas répondre. Et d'ailleurs, si je pouvais revenir sur la question avec Boulay, je pense que justement chez Boulay, il y a une manière de se sortir du contexte.
Et en ça, c'est diamétralement opposé avec ce qu'on essaie de construire, justement. On essaie toujours de trouver une dynamique dans quelque chose qui est existant, que ce soit l'histoire du site ou je sais pas, la géographie ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une accroche quelque part qui nous permet d'amorcer justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu du défilement des images qui nous permettent de travailler sur voilà, une création. Mais il y a toujours un départ, un starter quelque part qui nous permet d'amorcer la réflexion. Voilà. D'accord. Non mais chez Boulet, je vous ai demandé de parler de Boulet pour deux raisons simplement. C'est parce que pour l'inscription, et puis aussi c'est vrai que chez lui, d'ailleurs c'est un petit peu ce que vous avez défini dès le départ, si vous voulez, il y a cette question de l'émotion. En fait. Parce que quand on rentre dans la bibliothèque, putain on a le souffle, enfin elle n'a pas été construite, d'accord. Mais quand on voit les images, et quand on s'imagine rentrer dans la bibliothèque, on a le souffle coupé. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette image-là, elle n'a pas donné lieu à un bâtiment, mais putain, elle a eu une influence démente sur toutes les bibliothèques qui ont été construites ensuite. Chez Asplund, chez Alto, et j'en passe. Hein. Chez Labrousse, bien sûr. Voilà, donc c'est plutôt pour ça que je vous ai parlé de mais tu as bien, très bien répondu, c'est comme ça qu'il fallait faire, de toute façon, pour la question du contexte. Bon, ensuite... Donc je réponds à quelle question? Celle sur Boulet ou sur, sur les inscriptions peut-être? Non, bien sûr. Non, mais alors pour revenir aussi sur les inscriptions, ce qui nous intéresse aussi quand on travaille avec une matière, c'est d'essayer d'en utiliser les caractéristiques et de se positionner toujours sur... On aime cette position critique sur les choses. Et utiliser le béton, par exemple, pour nous, ça nous semble évident d'utiliser sa plasticité, sa capacité à être moulé, sa capacité à épouser des formes. Donc, de but en blanc, on s'est dit, mais non seulement on va utiliser un béton qui peut-être va se faire passer pour de la terre ou pour de la pierre, en tout cas quelque chose de minéral, mais utilisons sa caractéristique. C'est un matériau qu'on coule, donc faisons des engravures, faisons des bas-reliefs et essayons de trouver en fait les textes qui font du sens par rapport au programme. Donc Sylvain le disait tout à l'heure, c'est un bâtiment qu'on découvre de loin et quand on s'approche, on comprend aussi sa nature institutionnelle par les inscriptions sur sa peau. Après, si on avait dû faire un projet de maison, on en parlait ensemble justement en regardant le travail de Point Suprême qui nous a subjugués parce que pendant qu'on faisait l'installation, on a eu le temps de le regarder, de le découvrir sous toutes ses formes. Et je rejoins Raphaël, pour nous c'est un exercice qui nous paraît extrêmement difficile de faire un projet pour soi. De faire un projet qui finalement est un petit peu une projection de soi et qui regroupe aussi peut-être tout ce qui nous compose. Donc moi je suis admiratif devant ce travail-là. On se disait est-ce qu'on en serait capable de pouvoir faire ça. Et alors moi en l'état je trouve ça extrêmement réussi parce qu'il se dégage de ce projet vraiment une situation, un contexte, une culture et aussi un petit peu l'héritage qu'ils ont certainement que peut-être les Néerlandais aussi leur ont transmis dans certaines approches du modernisme. Et on le retrouve un petit peu dans ce projet-là. Donc c'est un projet somme, c'est un projet qui en dit beaucoup certainement de leur personnalité, de leur parcours et de leur vision de l'architecture, qui en plus de ça, c'est certainement une étape supplémentaire dans leur parcours parce que on voit qu'ils ont dépassé les projets gigantesques ou les projets de Colas ou d'MVRDV dans cette quête de topographie, de sol qui finalement émerge dans un pays plat. Et là, d'un seul coup, dans cette petite échelle, plus humble, on retrouve des univers vastes, on retrouve une culture. Donc moi, si on avait dû faire ça, on y aurait mis certainement la nôtre, mais voilà. Moi,
moi, ce que je trouve intéressant, et ça aurait pu être le point de démarrage, c'est, et je trouve que, enfin, moi, en tout cas, ça me parle de ça, c'est une certaine complexité de choses assemblées entre elles. Et voilà, c'est un travail pas facile hein, d'assembler autant de choses, autant d'éléments. On voit que à chaque marche, il y a quelque chose qui se passe de différent, etc. Donc tout ça, c'est un travail que peut-être que c'est comme ça qu'on l'aura abordé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour matérialiser ces usages, ces ambiances, et comment on arrive à faire dans une petite chose, et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on arrive à faire un univers, mais qui change en permanence. Et voilà, et c'est une maison urbaine, et donc on a bien. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment le sens de la ville, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils aiment Athènes, ils aiment leur ville, et finalement, à travers cette petite maison, il y a toute la complexité de la ville, et je trouve ça très intéressant. Tout à fait. Bon, voilà, on va terminer maintenant. Et vous, est-ce que vous auriez fait mieux que... On vous demande demain matin, voilà, vous allez réhabiliter le collège de Nouvelles qui tombe en ruine. Comment est-ce que d'abord ça vous aurait intéressé Oula, c'est trop difficile ça. Bon, vous n'avez pas vu tous les trois l'article sur la maison, j'avais pas vu vos articles non plus. Mais regardons ce projet, c'est une exécution parfaite du brief, je pense. C'est un bâtiment instinctivement, mais je crois qu'instinctivement, on aurait regardé tout autour du bâtiment. On aurait regardé les espaces, d'abord on aurait regardé la surface au sol. Je ne sais pas si cette photo donne tout le potentiel qu'on peut en dégager, mais ça serait plutôt typique de la façon dont on aurait commencé ce projet, en regardant tout autour du bâtiment, pas le bâtiment. Voir des photos de l'intérieur, parce qu'effectivement, il y a déjà un travail sur le sol, il y a des marquages au sol, d'ailleurs qui peut rappeler votre projet, votre travail. Je l'ai pas, c'est vrai que j'ai pas voulu, parce que là, il aurait fallu passer des heures et des heures à détailler le projet, mais c'est vrai que je pense que très bien, vous auriez très bien pu, effectivement, plutôt que de considérer simplement la passoire thermique et puis refaire l'isolation, et partir du sol véritablement. Et puis refaire parce que vous, le sol, vous l'avez pratiquement refait à l'identique, c'est ça le sol de Nouvelles. On a refait des patchworks. Voilà. Mais là, peut-être, on aurait pu imaginer effectivement que, vous voyez, que vous partiez du sol et puis que vous rajoutez sur le sol. Vous voyez, peut-être, voilà, à partir de votre travail, on voit très bien ce qu'aurait pu donner le bâtiment de Nouvelles. Excusez-moi. Vous. Ce qui est fascinant dans leur projet, c'est que vous avez travaillé avec un projet déjà existant d'un architecte archi important. C'est fascinant de voir les traces de l'ancien bâtiment qui a été transformé en quelque chose qui est complètement différent. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment. C'est vraiment ce qu'il y a à notre travail, c'est-à-dire à existence, transformation, de façon très humble. Il faut être très humble pour en faire quelque chose qu'on ne saura pas s'il vient des années 60 ou s'il est maintenant. C'est fascinant. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Non, je ne sais pas, franchement. Non. Mais je ressens vraiment les connexions avec ce type de projet, avec Mars. Très bien. Écoutez, peut-être arrêter. Mais avant d'arrêter, est-ce que la salle a des questions à poser, donc à Point Suprême et à Mars? Oui, une question.
Le collège est recouvert, je crois, par des caillebotis en acier pour protéger l'isolation. Je voulais juste savoir comment est venue cette idée et comment l'a apprécié Jean Nouvel. Voilà. Le caillebotis, il vient de... En fait, c'est assez clair quand même, le bâtiment est orthonormé dans ses moindres mètres carrés. Et il y avait dans ce matériau quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est quand même un matériau qui, voilà, c'est juste la réduction. Il y a un côté fractal en fait de ce matériau-là par rapport à la trame globale. Et donc il y a une nouvelle disait, il faut que alors je ne sais plus trop la phrase, mais il faut que le plus petit dénominateur commun réponde à l'ensemble en fait. Voilà. Et finalement dans ce projet-là, qui finalement est un projet certes de jeunesse, mais qui regroupe énormément de références qu'il va utiliser par la suite, et ben en fait finalement cette histoire du caillebotis semble couler de source en fait par rapport au bâtiment. Et comment il est réagi, en fait, je pense qu'on a été le voir du coup, et il nous a dit amusez-vous, en fait. Il y avait une espèce d'enthousiasme dans l'utilisation de cet objet-là, sa réactivation, qui puisse redevenir quelque part le support d'un message, parce qu'il faut quand même le replacer dans son contexte. C'était à l'époque un manifeste critique de la manière dont construisaient les collèges dans les années 70. Et le travail qu'on a fait ici, justement, par le choix de ce matériau qui n'est pas anodin, c'est précisément d'avoir un point de vue critique par rapport à l'isolation thermique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France et qui n'est pas pensée dans le sens du respect du patrimoine du XXe siècle. Il y a vraiment cette question-là au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine du XXe siècle avec cette nouvelle disons, politique d'économie d'énergie. Comment on fait pour conserver une identité, ou comment on fait pour prolonger ou transformer l'identité pour qu'elle ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la rénovation énergétique. Voilà. C'était la suite. Amusez-vous, mais ne perdez pas. Ah oui, et amusez-vous quand même. Très bien. Une autre question? Plus de questions. Merci beaucoup, Point Suprême. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, la